Bonsoir, bienvenue au talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes député socialiste de Saône-et-Loire, candidat aux primaires et vous venez de publier un essai intitulé « Voter pour la démondialisation ». En 85 pages, vous réglez son compte au libre-échange et vous écrivez notamment que l'Allemagne, qui est en fait pour vous un anti-modèle et non pas un modèle, devrait être l'un des piliers avec la France d'un nouveau pacte protectionniste au niveau européen. Mais vous dites vous-même que l'Allemagne réalise 57% du produit de ses exportations hors zone euro. Quel intérêt aurait-elle à se couper de ce marché par des contraintes écologiques ou sociales que les autres refuseraient? Parce qu'elle appauvrirait la zone euro où elle y a des intérêts, tout simplement. Oui, et que ce 57% en dehors. L'Allemagne n'est pas la Chine et ne le sera jamais. Par ailleurs, l'Europe s'est construite avec l'Allemagne. Si l'Allemagne décide ou décidait sa politique, de continuer sa politique égoïste, de cavalier seul en quelque sorte, je crois qu'elle conduirait à l'éclatement de la zone euro. Et elle a besoin de l'euro, ne serait-ce que parce que c'est sa stratégie d'avoir une monnaie forte. Et de ne pas être finalement, comme nous d'ailleurs, Français, nous avons besoin de l'euro parce que c'est un élément de stabilité à l'intérieur de l'Union européenne, un élément de protection vis-à-vis de l'extérieur. L'Allemagne ne pourra pas continuer à avoir cette politique suicidaire pour la zone euro, dangereuse aussi pour nous tous, et elle devra forcément abandonner sa conception de l'austérité qu'elle est en train d'infliger à tous les pays européens. Mais qui était déjà la conception française, puisque au moment des 35 heures, la contrepartie, c'était la modération salariale, finalement. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Oui, mais accepter une modération salariale contre des créations d'emplois... dont on ne sait toujours pas si elles ont eu lieu. On peut considérer qu'elles ont eu lieu, puisque c'était la période où le chômage diminuait de 4%, donc c'est quand même... C'était aussi la seule période de croissance qu'on ait eue. Certes, mais cela fait partie d'un ensemble vertueux. On peut considérer que aujourd'hui, le déséquilibre à l'intérieur de l'Union européenne met en danger celle-ci et la construction européenne. Donc l'Allemagne devra accepter de mettre de l'eau dans son vin. C'est simplement ce propos que je défends. Et par ailleurs, si vous me dites, mais est-ce que cela est réalisable? Je dirais que aujourd'hui, le SPD allemand, qui a beaucoup retravaillé son offre politique, a signé avec l'ensemble des partis socialistes européens, dont le Parti socialiste français, le refus et le rejet du pacte de compétitivité qu'aujourd'hui le patronat et la droite allemande imposent au reste de l'Europe. Est-ce que lorsque Angela Merkel décide la sortie du nucléaire en Allemagne de façon unilatérale, elle vous satisfait, ou elle satisfait l'écologiste que vous êtes devenu? Je pense que tout le monde finira par devenir écologiste vu la catastrophe climatique qui est en train de se préparer et que tous les dirigeants politiques auront à assumer, quelles que soient leurs orientations. Ça veut dire que les écologistes français ont raison de poser comme préalable à toute négociation avec le PS qu'il accepte d'envisager et de dater une sortie du nucléaire? Je réponds d'abord à votre première question sur l'Allemagne. Il est nécessaire pour la France, qui n'est pas dans la même situation que l'Allemagne, puisque nous avons presque 70-75% de notre électricité, de notre énergie d'origine nucléaire. Donc la substitution est plus difficile que l'Allemagne, qui a fait depuis de très nombreuses années, des décennies, des investissements massifs pour créer d'autres énergies, notamment renouvelables. Elle peut se permettre d'évoluer rapidement. Nous, ce sera plus difficile. Ségolène Royal dit 40 ans? Je ne sais pas. Vous savez pas. Je crois que il faut en discuter, l'évaluer et mesurer les coûts, ce que nous n'avons pas dans la décision publique aujourd'hui, car il règne une sorte d'opacité sur le prix du démantèlement des centrales nucléaires actuelles. Le prix de l'électricité n'a pas anticipé ce problème. Ça n'est pas un projet, donc ça ne peut pas être calculé. Oui, mais si, on pourrait décider combien ça coûte de démanteler par exemple Fessenheim. Ce qui était, je crois, va devenir inéluctable dans peu de temps, à moins de 10 ans normalement. Eh bien, on verra. Vous avez menacé à la MAC de poursuite parce qu'il a estimé que vos propositions étaient des foutaises. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de pas être d'accord avec vous? Non, il m'a traité de connard. Ah oui, mais ça, c'est de l'insulte, c'est peut-être pas d'un très bon niveau. Est-ce que ça mérite un procès? Non.
Ça ne mérite pas un procès. En revanche, que M. Minc, qui est un idéologue rémunéré du CAC 40, un illuminé de la mondialisation, qui d'ailleurs s'est trompé sur à peu près tout dans sa carrière, et toujours contre monnaie sonnante et trébuchante, je pense devrait accepter le débat. Ça, c'est de la diffamation, en revanche. Non, on a le droit de se tromper en étant bien payé, c'est pas abominable. Simplement, je pense qu'il devrait accepter le débat plutôt que manier l'insulte, et je serais heureux de pouvoir le contredire. On va parler des primaires. Après l'élimination de Dominique Strauss-Kahn, elle semble peiner à redémarrer. Vous en êtes un des artisans. Et elle semble peiner notamment parce que Martine Aubry ne dit rien de ses intentions. On écoute ce qu'en pense Ségolène Royal. Je pense que lorsque l'on s'est préparé à être candidat à l'élection présidentielle, il n'y a aucune raison de le cacher. Et donc, ma conviction personnelle, c'est qu'elle hésite encore, et c'est normal, et qu'on lui laisse ce temps de réflexion, parce que ça n'est pas une décision anodine, c'est l'engagement de toute une vie. Alors, est-ce qu'effectivement, Martine Aubry, selon vous, n'a pas pris sa décision? Je crois que Ségolène Royal a raison. Sinon, nous le saurions depuis longtemps. Je crois qu'il y a une hésitation profonde. Un acte de candidature, comme celui que j'ai moi-même posé, est un acte difficile dans une vie. Cela signifie énormément de sacrifices, une mise en danger permanente, une exposition aux coups, aux injures, à toutes sortes de noms d'oiseaux qui, d'ailleurs, ne doivent que glisser sur les plumes du canard, que nous sommes obligés d'être devenus. Sur la blanche colombe, normalement. Je ne sais pas si on peut parler de colombe. Une chose est sûre, c'est que c'est une décision qui engage une vie et qu'il est normal que le temps de la décision soit pris. Est-ce que cette hésitation ne risque pas de la rendre moins crédible si jamais elle décide de se porter candidate? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'entre François Hollande et Martine Aubry, il y a là deux candidatures parfaitement identiques qui pourraient se mettre d'accord. Car ce sont, en quelque sorte, les enfants politiques du dolorisme, d'une tradition bien établie, ancienne du socialisme français. Mais alors, sur quelle base? En fonction des sondages, le mieux placé, le moins bien placé se désisterait? Mais il faudrait le leur demander, je crois. Ah, c'est vous qui faites la proposition. En ce qui me concerne, je défends des propositions portées depuis maintenant plusieurs mois, qui commencent à s'installer dans le paysage. Je suis le seul candidat à avoir voté non au traité constitutionnel européen. C'est vous qui leur dites, mettez-vous d'accord, sur quelle base? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que comme il n'apparaît pas clairement sur quelle position il pourrait se distinguer, je crois franchement qu'ils peuvent se mettre d'accord pour une candidature commune, comme telle était d'ailleurs prévue entre Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. L'un de nos internautes vous rappelle qu'en 2007, vous disiez que le seul défaut de Ségolène Royal était son compagnon. Si François Hollande, qui est actuellement le favori dans les sondages, était désigné candidat par les socialistes, pourriez-vous le soutenir? Je le soutiendrai pour une raison simple, c'est que les primaires sont une machine à se rassembler autour du vainqueur. Après exposé de nos propositions, de nos projets, de nos visions politiques pour la France, les vaincus se rassemblent derrière le vainqueur. Et ils n'auront pas d'autre choix que d'assumer moralement de le faire. Donc je soutiendrai, si c'est François Hollande, de la même manière que je m'attendrai à ce qu'il le fasse si je suis désigné. Et même si François Hollande paraît incarner le socialisme d'ajustement que vous dénoncez dans votre livre? Plutôt redistributif. Alors, et Martine Aubry? Également, c'est pour ça que je pense qu'ils appartiennent à la même branche politique du socialisme. En tout cas, ce sont deux options que vous rejetez? Je ne les rejette pas, je les considère soit déjà condamnées par l'histoire, c'est le socialisme d'accompagnement de la révolution libérale, le blairisme, qui a été condamné par le peuple anglais, soit le socialisme redistributif qui est impuissant dans une période de disette budgétaire et de finances publiques bien malmenées, et de surendettement des pays européens que sont les nôtres. Donc mais je propose... Vous allez le ou la soutenir s'il sort vainqueur des primaires. Je peux, car nous appartenons à la même famille politique et que les primaires sont une œuvre de rassemblement. Je peux considérer que le projet est insuffisant et apporter des éléments d'enrichissement politique, notamment en expliquant à nos concitoyens qu'on ne pourra pas échapper à transformer le système économique. Je propose le capitalisme coopératif comme contre-proposition au capitalisme financier qui s'est effondré. Je propose la mise sous tutelle du système bancaire. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui sont en train de mettre les États et leurs contribuables sous tutelle. De fait, d'ailleurs.
Je propose la démondialisation plutôt que être soluble dans la mondialisation comme nous le sommes aujourd'hui dans l'Union européenne. Vous êtes extrêmement sévère contre le capitalisme en général et les capitalistes en particulier. Pas du tout. Et à propos de... Non, pas du tout. À propos non, de... pas du tout. Je suis opposé à la financiarisation de l'économie qui asservit ceux qui travaillent, artisans, commerçants, entrepreneurs, salariés, ouvriers, cadres. Ce qui, aujourd'hui, est un véritable problème dans notre système économique, c'est qu'elle est au service de financiers et non pas au service de ceux qui donnent leur temps et leur sueur. Et à propos de l'affaire Strauss-Kahn, quand il a choisi cette résidence luxueuse à New York pour y passer sa résidence surveillée, vous avez déclaré que ça ne cadrait pas avec les valeurs de gauche. On ne peut pas être riche et de gauche? Ah non, je voulais dire que je m'adressais d'abord au fait que avoir la possibilité et le privilège d'accéder à une résidence d'emprisonnement privé, dépenser des milliers de dollars pour discréditer le témoignage d'une plaignante qui se plaint d'un viol, la caution plus la résidence et le luxe, je pense que c'est, pour moi en tout cas, cela n'appartient pas au champ de mes valeurs. Eh bien, Arnaud Montebourg, je vous remercie. Bonsoir et à vendredi pour un nouveau talk Orange Le Figaro.